16h30, 17h30, c'était pas prévu au programme. Marc et Maggie sur Radio Shalom. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Vous êtes sur Radio Shalom dans C'était pas prévu au programme avec Marc et Maggie, mais il n'y aura que Maggie aujourd'hui. Alors Marc, si tu as l'oreille tendue sur le 94.8, Ilana et moi te faisons un gros bisou et on regrette que tu ne sois pas là. Ilana, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je reçois Ilana Ferradian. Comment vas-tu? Bonjour Maggie, ça va très bien et toi? Très bien. On peut se tutoyer ou pas? Oui, j'avais fait toute l'interview en vous, mais en fait non. Ouais, non, parce que... tu inspires le tutoiement, la sympathie, le solaire. Alors on se tutoie. Donc on se tutoie. Alors je suis ravie, tu es notre invitée et vraiment je suis ravie. Merci à toi. Tu es journaliste sur une radio qu'on connaît bien, sur Radio J. Tu fais la matinale de 6h à 9h. Tu es brillante sur cette matinale, gentil, je peux le dire. Beaucoup. On aime beaucoup. Tu aimes. Alors, avant même de parler du pourquoi tu es avec nous, je voulais juste déjà te dire que tu es une femme exceptionnelle. Parce que ce que tu fais, tes interventions toutes seules, souvent face à des monstres qui sont antisémites et antisionistes, sur les plateaux TV, je trouve que tu es d'un courage, d'une détermination, d'une intelligence qui vraiment méritait qu'on le dise. Parce qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais vraiment, merci on est tous beaucoup. admiratifs. Et je peux te dire que Marc et moi, les fois où on te croise à la télé, on s'assoit sur le canapé et il fait comme ça. Il me tape comme ça et il me dit oh, mais elle est exceptionnelle, cette meuf. C'est mes parents de substitution. Exactement, mais vraiment, donc bravo. Mais aujourd'hui, tu es là pour une chose bien plus importante en réalité. Tu es là pour un premier livre qui est touchant, qui est sans filtre, qui est sincère, qui est émouvant, où tu nous racontes l'intimité d'une femme qui va devenir maman, qui veut devenir maman, qui va se battre pour devenir maman. Donc ce livre s'appelle « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Alors, dis tout de suite aux auditeurs ce que c'est une PMA, parce qu'il y en a un qui va nous la poser la question. Alors, une PMA, ce n'est pas une PME, comme j'ai pu l'entendre au salon du livre de la Viso il n'y a pas très longtemps. C'est une procréation médicalement assistée. Voilà, donc on va expliquer après ce que c'est. C'est un journal intime qui est bouleversant. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en quête d'enfants qui vont se reconnaître dans ton histoire. J'espère. Et dans ton épopée, parce que alors pour le coup, franchement, 7 ans, c'est waouh, c'est juste incroyable. Les mois d'attente qui vont se transformer en années et les mois pendant lesquels tu vas espérer ne pas avoir tes règles, on va le dire. Voilà, mais malheureusement, quand elles arrivent, tu es triste de les avoir. C'est horrible et le sort, tu as l'impression que le sort s'acharne sur toi, que tu sais pas comment tu vas t'en sortir, tu sais pas comment faire avec ton mari, tu sais pas comment faire vis-à-vis des gens, et comment tu as gardé espoir malgré tout ça. Donc tu es passé par des émotions complètement folles, des montagnes russes comme on dit, t'as pas arrêté de faire des examens très intrusifs pour une femme où on est très mal à l'aise, tu t'es sentie seule face au médical, parfois très froid, et puis mais également tu es passé par des chemins pleins d'amour, plein de rencontres, plein d'humour aussi. Et je crois que ce qui a fait que tu as réussi ton beau challenge après 7 ans, c'est que tu as eu une petite fille. Et moi, la première question que j'ai envie de te demander, c'est comment va-t-elle, cette petite puce? Eh bien, écoute, ça va très bien. Elle va fêter ses 2 ans le 1er juillet. Ouais. Et j'ai hâte qu'elle puisse lire ce livre et qu'elle puisse le comprendre, qu'elle puisse me poser toutes les questions qu'elle veut, parce que je l'ai aussi écrit un peu pour elle. C'est aussi une déclaration d'amour pour ma fille. Donc, elle va très bien. Ouais, c'est mignon. Ça, au moins, tu sais, j'ai préféré commencer par la fin, en fait, pour parler aujourd'hui. Bon, je me suis dit, c'est sur la couverture. Donc oui, exactement. Mais je me suis dit, non, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, oh là là, ça va quoi? Non, on commence par la fin. Voilà, la fin, elle est heureuse parce qu'il y a une petite fille qui arrive au bout de 7 ans. Et il y a une très, très, très jolie phrase. Et il faut absolument que je la dise parce que tu vas nous dire pourquoi il en est arrivé à te dire ça, ce fameux médecin qui s'appelle le professeur Renato Fanchin, qui a écrit quelque chose à la suite de la lecture de ton livre. Il a dit, en fait, après avoir lu ce livre, chère Ilana, je ne serai plus le même médecin. Bah ouais, c'est fou. Franchement, quand j'ai reçu, déjà, il a été vraiment adorable parce que dès qu'on lui a proposé d'écrire la préface, parce que bon, il a quand même fait partie de cette histoire, de cette expérience, il a vraiment tout de suite accepté, quoi. Dans les 5 minutes, il m'a dit, ok, pas de problème, je vais l'écrire avec plaisir. Et quand je l'ai reçu, quand je l'ai lu, vraiment, j'étais tellement émue et choquée aussi de ce qu'il avait écrit et surtout le fait qu'il puisse avoir cette humilité en tant que médecin après tant d'années d'expérience, après avoir vu tant de femmes souffrir, galérer, qu'il puisse dire ça à propos de mon parcours. J'ai trouvé ça fou, quoi.
Mais je pense qu'il a été aussi touché que tu lui demandes, parce que j'imagine tout ce qu'il a dû voir. Quel âge il a, ce professeur? Franchement, je sais pas. Il est très beau gosse. Il est très beau gosse. Non, je pense qu'il doit avoir dans les soixantaines, 50, entre 50 et 60. Entre 50 et 60, ouais. Parce que même lui, il a dû être touché. Et je trouve que la phrase, elle résume tellement de choses, parce qu'elle résume et le côté médical, et toi, en fait, et toi et ton histoire. Et en une phrase, il a su mettre exactement les mots pour définir ton livre. C'est vrai que, en fait, ce qui m'a aussi étonnée, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que quand je l'ai rencontré après beaucoup d'errances d'années, de médecins qui étaient à mes yeux incompétents, enfin, en tout cas qui répondaient pas à mes attentes, il m'a dit, voilà, c'est la première fois que je vois une femme de votre âge aussi combative, aussi déterminée, qui m'imprime un truc, vraiment le PDF en couleur avec tous les échecs, les examens, les machins. Il me dit, mais j'ai jamais vu ça en fait. Et il m'a dit, je pense que vous allez réussir. En fait, quand il m'a dit ça, j'étais waouh, j'étais vraiment. En fait, c'est le seul qui, je pense, au bout de toutes ces années, enfin, il a réussi à te donner vraiment une vraie lueur d'espoir. Tu t'es dit, ça y est, vraiment, avec lui, ça va le faire. Vraiment, j'étais choquée. En plus, c'était la période du Covid. Donc, j'avais mon masque, mes lunettes. J'étais vraiment à bout. Donc, je sentais l'émotion qui montait avec la buée sur les lunettes, le masque. Je vois très, très bien. Mais c'était vraiment très, très émouvant. Et en fait, je réfléchissais parce que je l'ai lu très, très vite, ton livre. Parce que, en fait, en tant que femme, les hommes aussi peuvent le lire, parce que c'est important que les hommes sachent et comprennent un peu par quoi et par quelles émotions on peut passer lorsqu'on est confronté comme ça à un problème auquel on ne s'attendait pas. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai aimé dans le début du livre, c'est triste en réalité, mais j'ai aimé la douceur avec laquelle tu l'as écrit. C'est-à-dire, tu as dit, en fait, moi, j'avais un amoureux, j'avais envie de me marier, on s'est mariés, on a fini nos études... Et puis en fait, c'était logique, j'allais avoir un bébé, quoi. C'était la normalité. On se dit pas que ça peut arriver. Et là, c'est ça. Et là, tu te retrouves devant un... Mais c'est un vrai parcours de combattant, mais à deux finalement, quand même. Quand on a la chance de pouvoir rester deux, parce qu'il y a aussi des femmes qui, en cours de route, perdent leur moitié. Qui n'arrivent pas à assumer, qui n'arrivent pas à comprendre les états d'âme, les humeurs, les hormones qui montent, qui vont... Non mais c'est vrai, on passe par des émotions telles que... Mais c'est ça qui est très dur pour moi, même plus dur que tout ce qui est les traitements physiques, etc. C'est vraiment le moral, le fait de devoir garder le cap, de continuer à pouvoir communiquer avec son compagnon. Donc moi, j'ai un immense respect pour les femmes qui font des PMA toutes seules, parce que c'est très, très dur. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se séparent au bout d'un certain nombre d'échecs, parce que c'est trop dur, en fait, émotionnellement. Donc oui, franchement, j'ai eu la chance quand même d'avoir quelqu'un à côté de moi, une épaule sur qui pleurer. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de tristesse. Ça n'a pas toujours été la certitude, le fait qu'on allait rester ensemble, etc. Mais c'est aussi le fait de pouvoir le dire, de pouvoir rien que de l'exprimer, de pouvoir dire, voilà, j'ai peur de ça. Est-ce que tu vas pouvoir m'accompagner sur ce chemin ? Et heureusement, j'ai eu cette chance-là. Ouais, parce que tu sais, il y a autre chose, je me disais, tu vois, quand tu attends d'avoir tes règles, tu espères ne pas les avoir, et que tu sors, tu sais, de la salle de bain, et que tu dois affronter le regard de ton mari qui attend la réponse. Et tu sais, j'ai essayé je me disais, mais mon après, Dieu, c'est vrai son cœur, il devait se tordre de... Bon, après, pour te dire la peine. vérité, au bout d'un certain temps... ça devient... Au bout d'un certain temps, j'ai fait le deuil d'une grossesse naturelle quand même. Donc, c'est vrai que t'es très vite... Je savais... Je pensais pas que j'allais tomber enceinte naturellement, donc je veux dire, quand mes règles arrivaient, ça allait arriver. Et puis voilà, c'était surtout les échecs de FIV après qui étaient compliqués à gérer. Quand t'attends, quand tu fais ton test de grossesse, quand t'attends de recevoir ton petit papier du labo où il y a écrit ton taux d'HCG, donc l'hormone de grossesse qui soit positif, c'est ça qui te met en tachycardie, quoi. C'est pas vraiment d'attendre les règles, parce que bon, ça, avec les années, c'était plus vraiment le premier de tes soucis. Alors, comment est-ce que tu te définirais, Ilana, en 3 adjectifs ? Parce que tu es une sacrée bonne femme en réalité. Donc, quels seraient ces 3 adjectifs pour te définir ? C'est vraiment un exercice très dur. Alors, je dirais patiente déjà. Oui, ça, j'avoue. Et puis, je le vois avec ma fille, je suis très patiente. Tenace. Et puis, je ne sais pas si c'est un adjectif, mais... Ça peut être un mot, ça peut ne pas être un adjectif. Ah oui. Maman, voilà. Je pense que ça englobe beaucoup de choses. Parce que quand t'es maman, t'es une véritable chef d'entreprise, quoi. Donc pour moi, ça englobe pas mal de trucs, mais en tout cas, ça te va bien. Et moi, je voudrais comprendre, et pas que moi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui vont t'écouter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu comprends que là, tu vas affronter un très long chemin ? Comment tu ranges les choses dans les cases de ta tête ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je comprends pas.
en fait, le truc, c'est qu'au bout d'1 an et demi d'essai, donc moi, je consulte, je fais ce qu'on appelle un bilan de fertilité. Donc, c'est tous les examens de base, l'échographie pelvienne, l'IRM, l'hystérographie, enfin bref, voilà, tous les examens. Et quand je revois ma gynéco après avoir eu tous les résultats, elle me dit, écoutez, vous avez ça. Donc, l'endométriose en partie. Avec tout ça, madame, ce que je peux vous proposer, c'est la FIV, la fécondation in vitro. Et moi, à l'époque, j'ai 25 ans. Je ne comprends pas du tout ce qu'elle est en train de me dire. En fait, pour moi, c'est du charabia. C'est comme si vraiment je tombais des nues, quoi. Donc, je ne comprends même pas la technique. Je ne comprends même pas. Parce que pour moi, finalement, la FIV, c'était vraiment une méthode pour les femmes qui avaient plus de 40 ans, qui avaient eu une carrière un peu trop brillante ou qui n'avaient pas trouvé quelqu'un pour elles, donc qui devaient passer par là. Et moi, je ne comprenais pas à 25 ans de devoir affronter ça. Donc, je dis oui à tout ce qu'elle me dit, mais en réalité, je ne comprends rien du tout. Et puis après, quand je rentre à la maison, je sens bien que c'est le début de quelque chose de très, très difficile qui m'attend. Et voilà. Mais c'est vrai que, en fait, on est dans la compréhension de la chose avec le temps. On ne comprend pas tout de suite. C'est-à-dire, on ne comprend pas du tout au début. Et puis, au fil des examens, des échecs, on commence à comprendre ce que c'est cette galère-là. Donc, c'est plutôt ça, en fait. Et est-ce que tu t'es rapproché à un moment d'associations ou de femmes qui ont été dans le même cas que toi pour t'aider, pour te soutenir Est-ce que tu as essayé cette démarche aussi? Alors, d'associations, non. Mais c'est vrai que je passais vraiment beaucoup de temps sur les forums, sur Internet. D'accord. Et c'est vrai, je le dis dans le livre, les forums m'ont sauvée. C'est-à-dire que c'était à une époque où j'étais la première de mon groupe d'amis à me marier. Je me suis mariée à 24 ans, donc c'est quand même très jeune. C'est jeune, bien sûr. C'est très jeune. J'étais la première à vouloir faire un enfant. Donc en fait, je ne trouvais pas vraiment d'oreilles attentives de femmes de mon âge qui pouvaient vraiment m'aider, me conseiller ou comprendre un petit peu ma peine et mes angoisses. Donc en fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à chercher sur Internet, taper sur Google n'importe quelle heure du jour et de la nuit, s'il y avait quelqu'un dans la même situation, si quelqu'un pouvait m'aider. Et donc ça m'a quand même vachement aidé, je trouve. T'as eu des réponses à certaines questions grâce au forum, en fait. Ouais, franchement, déjà le fait de voir que t'es pas seule dans cette galère, c'est quand même bien. Et puis oui, tu peux prendre aussi les conseils que tu trouves à droite à gauche, essayer de consulter quelqu'un qui fait je sais pas, de l'hypnose, des psychologues, etc. Vraiment, j'ai tout essayé d'ailleurs, avec plus ou moins de succès. Mais bon, les forums, ça m'a vraiment aidé. Ok, alors on va faire une première petite pause, parce que vous savez que sur Radio Shalom, quand il n'y a pas de pause de publicité, il n'y a pas de Radio Shalom, donc on revient tout de suite. On est de retour à l'antenne. On est de retour, on papote, et on oublie qu'on est en direct. Oui, on est en direct, parce que vous savez, quand deux femmes se rencontrent, deux femmes comme moi, j'adore ça, j'adore deux les petits moments de direct comme nous, ça. Tu vois, voilà. Mais Mariam, comment? J'ai dit regarde-moi. Oui, je regarde toi. Mariam, je t'ai même pas dit bonjour. Je l'éblouis. Comment tu vas, ma chérie? Je t'ai même pas dit bonjour. Ça va et toi? Mais c'est honteux. On voit que d'habitude, c'est Marc qui a ce rôle de bonjour Mariam, c'est bonjour ça. Pierre. Et non, moi, je suis toujours celle qui attaque d'office. J'étais concentrée sur Ilana. Je suis désolée. Alors, on était en train de parler d'un truc assez important. En réalité, c'est pas du tout dans mon truc, dans tout ce que je dois dire, dans mon cheminement. Mais on parlait justement du regard des autres, mais aussi de son propre regard ses propres réactions vis-à-vis des autres. Alors, je m'explique, et Ilana va confirmer tout ce que je dis, elle va rentrer un peu plus dans les détails. C'est-à-dire, quand vous êtes, justement, comme on disait tout à l'heure, 24 ans, on se marie, on attend qu'une chose, c'est d'avoir des enfants. Finalement, vous êtes la première à vous marier d'une bande de copains. Puis finalement, les copains vous rattrapent quelque part, parce que vous êtes confrontés à ce problème. Qui, à l'époque, ne sont même pas en couple. Qui, à l'époque, ne sont même pas en couple. Et alors, vous les voyez, et tout à coup, ils se mettent en couple, ils se marient, et puis vous êtes toujours là, au même endroit. Vous avancez pas vraiment dans ce qui est la normalité, on va dire. C'est ça. Vous avez la famille, la pression de la famille. Alors, Ilana, c'est vrai. C'est ça. Les copains et tout. Et puis, vous devenez aussi un peu... Alors, j'aime pas le mot jaloux, parce que c'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. Mais il y a quelque chose qui se passe. En fait, j'ai essayé de mettre un mot justement sur ce sentiment-là pendant longtemps. Et parce que moi, c'est vrai que par exemple, je suis pas du tout d'un tempérament jaloux. C'est ce que tu dis dans le livre, d'ailleurs. Voilà, je suis pas du tout jalouse. Je suis pas du tout
envieuse, mais en fait, c'est vrai que j'ai essayé de trouver un mot qui puisse correspondre à ça, c'est compliqué. Je pense qu'avec le temps, on devient un peu aigri. Ce qui est normal. Moi, j'ai été aigrie et franchement, en fait, en écrivant, je me suis rendu compte que j'étais exécrable avec certaines personnes parce que voilà, j'avais pas ce que je voulais, que je voyais que les autres avançaient. Enfin, c'est normal, c'est des sentiments humains. Et je pense que justement, en fait, le fait de renier ces sentiments-là, c'est encore plus difficile. Je pense qu'il faut accepter. Il faut accepter ses faiblesses. Il faut accepter qu'on puisse être aigri, qu'on puisse parfois être envieux, jaloux. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut être envieux d'une bonne façon ? Est-ce que si on a envie, ça veut forcément dire qu'on veut souhaiter du mal à quelqu'un ? C'est vrai que c'est un sujet un peu, voilà, dans la communauté, c'est le mauvais œil, le machin, le truc et tout. C'est très oppressant. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas nier ces sentiments d'humain, en fait, parce qu'on est humaine avant tout et c'est normal. Au bout d'un moment, quand on a tant d'échecs, quand on est triste, quand on voit les autres avancer, bah c'est normal d'être dans la tristesse. Ouais, mais tu l'expliques très bien dans le livre, je trouve. Donc j'ai essayé de mettre un peu des mots. Je pense qu'on devient un peu tout ça, mais c'est pas quelque chose d'intrinsèquement mauvais, je dirais. Ouais, c'est pas négatif du tout. C'est pas quelque chose qui est au fond de nous. C'est vraiment une réaction aux choses, en fait. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Quand quelqu'un annonce sa grossesse, quand tu es dans un parcours comme ça, pour moi, ça a été extrêmement difficile de l'affronter, d'affronter des annonces, etc. Je pouvais me mettre à pleurer, à m'isoler, etc. Mais sur le moment, en fait, j'étais pas triste. Enfin, j'étais heureuse pour ces personnes-là. J'étais triste pour moi. Parce qu'en fait, je me disais, mais je n'avance pas. Les autres avancent. Et en fait, le fait qu'on t'annonce une grossesse, finalement, ça te renvoie à tes échecs, ça te renvoie à tout ce que tu sais pas faire. Voilà, tu sais pas porter un enfant, tu sais pas porter la vie. Moi, Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment vachement dure envers moi-même. Parce que c'était pas ma faute, en fait. Et c'est terrible, parce qu'en fait, on se sent souvent coupable dans ce genre de parcours, alors qu'en fait, on n'est pas du tout responsable. Moi, j'ai vraiment tout fait pour essayer d'avoir ce bébé, et ça marchait pas. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'il faut être un peu plus doux avec soi-même. Et il faut accepter aussi qu'on puisse avoir des sentiments qui puissent être mal vus. Et puis, tant pis s'ils sont mal vus. Tant pis si on perd des amis sur le chemin parce qu'ils sont incapables de comprendre ça, et tant pis. Et moi, j'en ai perdu plein. Mais je veux bien te croire. Mais est-ce que tu as perdu parfois l'espoir ? Est-ce qu'il y a eu des moments où tout est dit, stop, ça y est, stop. Non, jamais. En fait, je me suis toujours dit, écoute Ilana, tant que tu as des ovaires, tant que tu as un utérus, tant que tu arrives à produire des ovules, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Alors, sur la fin, en fait, je me posais plus des questions du genre, je vais être maman, mais comment ? Est-ce que je vais être maman avec mes propres ovules ? Est-ce que je vais être maman avec un don d'ovocytes ? Est-ce que je vais être maman en faisant une GPA, en faisant une adoption ? Parce qu'en fait, il y a plein de façons d'être maman. C'est pas forcément un enfant biologique. Tout à fait. Et non, cet espoir-là, je l'ai jamais perdu. Et je pense aussi que c'est ce qui m'a fait tenir. C'est parce que je me suis toujours dit, je veux être maman. Je vais être maman et je veux l'être. Et voilà, quoi. Donc, j'ai pas lâché. J'ai enchaîné, quitte parfois à me flinguer un peu la santé mentale et physique, hein, mais voilà, je voulais coûte que coûte ce bébé, quoi. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, suite à ton livre et puis suite à ton histoire, tu as rencontré des femmes aujourd'hui, peut-être des amis à toi ou des gens de la famille qui sont confrontés à ça et que toi-même maintenant tu aides ? Beaucoup. Hein. En fait, sur les réseaux sociaux, surtout... C'est ce que j'allais te demander, les réseaux sociaux, je pense que c'est là où... En fait, d'ailleurs, dans le livre, je dis, j'aimerais tellement, au bout d'un moment, raconter un petit peu tout ce que je vis sur les réseaux sociaux, parce que c'est un truc de fou. Et puis surtout, à l'époque, je commençais à voir des comptes qui émergeaient, de filles qui étaient en PMA, mais qui venaient à peine de commencer, alors que moi, j'avais déjà quand même pas mal d'échecs derrière moi. Et par exemple, quand j'ai annoncé la sortie du livre, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes, des femmes qui parlent pas du tout de ça autour d'elles et qui me disent mais en fait c'est magnifique parce que tu nous redonnes de l'espoir et ça franchement c'est les plus beaux messages. C'est ce que j'allais te dire. Je trouve que c'est un beau cadeau. Ton premier cadeau c'est ta fille, mais je trouve que après se rendre compte qu'on peut aider à sa manière parce que tu as traversé les mêmes choses, je trouve ça super. Il y a beaucoup de filles qui ont acheté le livre et qui m'ont dit on l'a lu hyper rapidement. Oui, je te confirme, je l'ai lu très très vite aussi. Et pourtant, non, c'est-à-dire que même si on n'est pas confronté au problème, parce que tu as envie de connaître la fin. Oui, mais c'est une histoire de femme. En fait, je dis pas que les hommes peuvent pas comprendre, bien entendu qu'ils vont comprendre, c'est évident. Mais il y a des mots que tu emploies, des moments que tu racontes, des choses, des sentiments. J'ai vraiment essayé
d'être la plus sincère possible. Je me suis dit, il faut pas que je commence à édulcorer un peu les choses, à un petit peu, voilà, à ne pas mettre les vrais mots, les vraies émotions que j'ai ressenties. Il faut vraiment que je dise les choses, que je les écrive exactement comme je les ai ressenties. Et parfois, je sais que je peux être très, très franche, voire trop franche. Même, je me suis dit, après la relecture, peut-être que je vais trop loin. Est-ce que je vais pas regretter un petit peu ce que j'écris? Mais en fait, non. Je pense que c'est bien d'être sincère. Et je pense aussi que c'est ce qui touche. Parce que quand on est sincère et quand on est franc, ça peut que toucher, forcément. Bien sûr. Alors, je vais dire quelque chose aux auditrices et aux auditeurs. Maintenant que je la vois, que je parle avec elle comme ça, en face-to-face, comme on dit, finalement, on entend ta voix dans le livre. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu l'as écrit exactement comme tu parles. Et moi, je ne te connaissais pas voilà, en vrai. Je t'ai toujours parlé voilà, via les réseaux, via le téléphone. Et maintenant que je t'entends parler, eh ben je trouve que c'est encore plus joli de voir que tu l'as écrit de la même manière que tu parles. Et ça, c'est très important dans un livre. C'est ça, c'est pour ça qu'on a appelé ça aussi le journal de bord d'une PMA. C'est que c'est un journal que j'ai vraiment tenu pendant ces 6-7 ans de galère, où j'ai vraiment exprimé ce que je vivais à ce moment-là. La Ilana qui était en train de vivre ça à ce moment-là. Quoi. Et ce fameux tableau avec toutes les couleurs que tu as montré au médecin, tu l'as gardé, j'imagine? J'ai gardé. Franchement, j'ai tout gardé et je le dis d'ailleurs avec humour. Tant que ton dossier ne fait pas la taille du code pénal, on ne peut pas vraiment t'inclure dans la catégorie des galériennes. Ouais. Mais non, moi, il fait toujours la taille du code pénal. Je l'ai gardé. J'ai même gardé, pour te dire, toutes les seringues et tous les stylos de stimulation, tu sais, hormonaux. Ouais. Je me pose la question, est-ce que je dois les jeter ou pas? Parce qu'en fait, à la fin, on va un peu spoiler, il y a une photo de ma fille avec justement toutes les seringues, les aiguilles autour. Et je me dis, bon, parce que je le garde, c'est un peu glauque quand même. Mais en fait, c'est marrant parce que je les ai toutes gardées en me disant, peut-être que je réussirai à faire une belle photo avec, ou quelque chose avec. Tu vois. Et puis au final, voilà, j'ai réussi. Et alors j'aime bien parce que à la fin de son livre, alors ça moi je l'ai pas vraiment eu ça parce que j'ai pas pu avoir le livre entre les mains. Je l'ai lu, j'ai lu vraiment tout au début. Et j'aime bien parce qu'il y a un vrai lexique médical. Ouais. Et ça c'est hyper important. Et pour parler de ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose, alors c'est pas très joli ce que je vais dire, mais j'ai quand même envie de le savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais reprocher et qui pourrait être amélioré au niveau médical dans ce chemin-là? Oui, déjà, je le dis à un moment, c'est le fait qu'on ne puisse pas faire de diagnostic sur les embryons quand on fait une FIV. Donc, juste pour rappel, une fécondation in vitro, c'est donc la stimulation ovarienne. Donc, on va ponctionner les ovules d'une femme qu'elle va produire en grande quantité et on va les mettre en fécondation avec les spermatozoïdes. Et de cela va naître des embryons. Et en fait, après, on réimplante les embryons dans l'utérus de la femme. Mais le problème en France, c'est qu'on ne peut pas faire de diagnostic sur les embryons. C'est-à-dire on ne peut pas détecter s'il y a une anomalie embryonnaire avant de l'implanter dans l'utérus de la femme. Et aujourd'hui, en France, c'est interdit, mais dans d'autres pays, c'est autorisé. Par exemple, en Espagne, c'est autorisé. Aux États-Unis, c'est autorisé. En République tchèque, il me semble, c'est autorisé aussi. Et parce qu'on a, je sais pas, on a peur de l'eugénisme en France, on a peur de beaucoup de choses liées à l'éthique. Mais là, c'est vraiment juste une question de pouvoir vérifier si, avec cet embryon-là, la femme va pas faire une fausse couche, va pas avoir un bébé qui a des malformations. C'est juste ça. Et ça, c'est interdit en France. Et donc, moi, à la fin, je me suis vraiment posé la question, il faut que j'aille dans un autre pays pour pouvoir faire ce test-là, pour éviter un échec, une désillusion. Donc ça, je pense que c'est vraiment à améliorer, ouais. Il n'y a que ça ou d'autres choses? Il y a toujours beaucoup de choses. Le parcours psychologique aussi. Je voulais te demander, parce que moi j'ai l'impression au contraire que quand même j'ai l'impression qu'on est quand même pas trop mal encadré psychologiquement. Non, ça dépend où tu es en fait. Ça dépend où tu es. Je sais que dans les hôpitaux publics, ils proposent assez systématiquement des psychologues. Mais bon, après, la plupart du temps, tu dois aller les chercher toi-même. C'est pas forcément évident, donc peut-être de ce côté-là, et puis surtout la compréhension du reste du monde, quoi, sur ce que vivent les femmes qui traversent ça. Je pense que c'est important, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, pour qu'on puisse aussi un peu mieux comprendre les émotions qu'on traverse dans ces parcours. Ouais. Est-ce qu'à un moment tu as pensé peut-être aller le faire à l'étranger ou pas? Oui, justement, moi à la fin, je me suis dit je vais le faire en Espagne. Il y a beaucoup de femmes qui vont en Espagne. En fait, je me suis posé la question pour la GPA, pour l'adoption, pour le don d'ovocytes, pour beaucoup de choses. Et bon, finalement, à la fin, vraiment, quand j'étais vraiment persuadée que j'allais
devoir partir en Espagne, ça a marché. Donc, c'est super. Alors, on a encore 2 minutes. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais on va passer un tout petit bout. Je t'ai demandé de me trouver une chanson qui pourrait raconter ces 7 ans de ta vie. Et tu as choisi quoi ? Aurélie Saada, il me semble, Je veux un enfant. Je pense que c'est une chanson qui va parler à beaucoup de monde. Ce qu'elle dit est très fort et je pense que toutes les femmes qui passent par là vont se reconnaître. Alors, on va écouter un petit morceau. Merci Pierre pour ces bonnes nouvelles. C'est toujours des bonnes nouvelles sur les radios juives. C'est toujours des bonnes nouvelles. Alors, je vous rappelle que je suis en tête-à-tête avec Ilana Ferradian pour son livre « 7 ans à t'attendre, journal de bord d'une PMA ». Bravo encore pour ce livre. Merci beaucoup. Je passe un bon moment, j'espère que toi aussi. Mais j'adore. Voilà, j'adore. On est bien, on est toutes les deux, même si tu nous manques, hein, Marc Fichel. Mais c'est très sympa, Marc. On t'embrasse. C'est quoi son surnom à Marc ? Marcou ? Non, alors il y a certaines personnes qui l'appellent Marcounet. Marcounet. Ouais, Marcounet, bon, bof. Ah, mais moi, je l'appelle Marco. Marco, c'est bien. Ouais, Marco, c'est mignon. Coco, ouais. moi, je vais l'appeler Coco. Ouais, Coco, ouais. Allez, on t'embrasse, Coco. C'est mignon, Coco, j'aime bien. Alors, on va continuer un peu, mais alors on va être un petit peu plus légère maintenant. On va rentrer un petit peu pas dans ton intimité, mais des choses un peu plus légères qui vont faire un petit peu sourire. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une femme, parce que tu as dû en rencontrer des femmes quand même, et puis en tant que journaliste aussi, tu as certainement des inspirations. Est-ce qu'il y a une femme en particulier qui t'inspire, toi ? C'est une question compliquée. Après, moi, j'ai toujours envie de dire, la première femme qui nous inspire, c'est notre maman. Donc, voilà, je dirais ma maman qui m'inspire, qui est très forte. Et je pense que je tire beaucoup d'elle, de sa force. Et voilà. Donc, Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que elle est un peu plus loin, ma question, mais tu la verras. Je voudrais savoir aussi si ta petite puce a un surnom. Je ne veux pas savoir son prénom, parce qu'on reste très... Mais un petit surnom que tu lui donnes, c'est quoi ? Vivi. Vivi, d'accord. Ouais. Et est-ce que toi, tu avais un surnom quand tu étais petite ? Nana. Ah bah c'est original. Vivi, Nana. On est dans la simplicité. Non, mais en même temps, Vivi, c'est lié à son prénom. Faut pas être Einstein. Et Nana, c'est Ilana. C'est ça. Donc voilà. c'est très facile. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose chez Vivi qui t'émeut particulièrement ? Moi, j'adore quand elle rit. Ouais. J'adore la voir rire. En plus, elle rit vraiment... quasiment depuis sa naissance. Ouais. Et c'est quelque chose qui avait d'ailleurs surpris à l'époque les pédiatres, parce qu'elle était dès qu'elle est née, elle était hyper souriante. Et en fait, moi, j'adore parce que je la fais rire avec tout et n'importe quoi. Là, en ce moment, je lui ai acheté une petite peluche. Je lui ai acheté un singe, en fait, chez... je peux donner chez Ikea. Ikea, voilà. Ah oui, c'est vu. Bon, si vous voulez, je donne d'autres marques. Castorama, Conforama. Non, chez Ikea, mon mari a trouvé un petit singe qui est hyper malléable. Et en fait, je lui mets de la musique. Alors, je lui mets la musique du Chat du Rabbin. D'accord. Et je fais danser le singe sur la table et elle est morte de rire. Ah, ça me tue. J'adore la voir. J'adore la voir et l'entendre rire. Elle rit beaucoup et très jeune parce qu'elle sait qu'elle arrive de loin. Alors, elle se dit autant profiter. Je ris. Elle a bien raison. Je trouve que c'est trop mignon. Alors, puisque tu disais que ta maman était la femme qui l'avait le plus inspirée. Moi, je voudrais savoir s'il y a un conseil que tes parents t'ont donné quand tu étais jeune et que toi-même, tu sais que tu vas donner à ta petite puce. Ah ouais, non, c'est compliqué ça. Ouais, non, c'est un conseil en fait, ou une tradition. Parce que, en fait, nous, sur Radio Shalom, pourquoi je te pose cette question ? Parce que la transmission, pour nous, c'est très important. Je pense déjà transmission de l'identité juive. Oui, ça, c'est sûr. Moi, je suis vraiment très contente et je remercie mes parents de m'avoir... Parce que j'ai toujours été dans des écoles laïques, mais j'ai été au Talmud Torah des petites, en fait. Donc, je remercie mes parents pour ça, parce que grâce à ça, j'ai toujours été proche de mes racines, j'ai toujours été proche de mon identité juive et je pense que c'est aussi ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, le fait que j'interviens dans des médias pour parler d'Israël, pour parler de la communauté, etc. Donc j'aimerais bien quand même transmettre ça à ma fille, le fait qu'elle soit toujours fière d'être juive, qu'elle ait jamais peur aussi de le montrer, de le dire et voilà, j'espère que je vais assurer cette mission haut la main. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, on se pose souvent la question quand on a des enfants, est-ce que c'est bien de rester en France ? Est-ce qu'on doit partir ? On pense à d'autres pays, etc. Bon, pour l'instant, on reste en France, mais bon, c'est pas ce que l'avenir nous réserve. Tu vas souvent en Israël quand même en vacances ? Ça fait 10 ans, figure-toi, que j'ai pas été... Alors, c'est quand même comique parce que je parle d'Israël tous les matins. Incroyable. En long, en large, en travers. Et ça fait 10 ans que j'ai pas été en Israël. Je pense que tu vas être très bien accueillie quand tu vas y aller. Il n'y a aucune raison en plus, parce que j'adore Israël, mais des fois, on n'a pas... j'ai découvert d'autres pays, mais c'est vrai que ça me manque un peu. J'aimerais bien... En plus, apparemment, ça a beaucoup changé en 10 ans, j'imagine. Ça change d'année en année quand tu vas en Israël. Mais je pense qu'en plus, tu seras
Offrez-moi un billet d'avion. Tu seras accueilli en plus. Tu seras accueilli en plus comme, à mon avis, vu que tout le monde te connaît maintenant pour tout justement pour tout ce que tu fais, toutes tes interventions tout le monde, à la télé. Il y a beaucoup. En tout cas, les francophones te connaissent. Alors, on n'est pas loin de terminer l'émission. Alors moi, j'ai une chose il y a une chose aussi. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui à Nana. Anna, ouais. la petite Ilana. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Parce que tu as quand même un sacré parcours de femme. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Écoute, de jamais abandonner ses rêves. C'est vrai que, par exemple, écrire un livre quand j'étais petite, pour moi, c'était le rêve absolu. Hein. Quand j'avais... j'ai toujours écrit très jeune. Et pour moi, écrire un livre, publier un livre, c'était le Graal, quoi. Et qui aurait su? Je suis devenue un peu journaliste par, je dirais pas par dépit, hein, mais voilà, parce que c'était la voix qui me permettait d'écrire au quotidien, etc. Mais mon vrai rêve, c'était d'être auteur. Et donc, je lui dirais, accroche-toi, tu vas réaliser ton rêve un jour. Alors, et tu vas forcément passer par des épreuves pour y arriver, mais tu vas réaliser ce rêve-là. Donc, accroche-toi et confiance en toi, parce que j'étais aussi une petite fille qui avait beaucoup de mal à avoir confiance en elle. J'étais assez timide quand j'étais petite, ça se voit pas forcément comme ça, mais j'ai beaucoup changé finalement avec le temps, aussi au fil des rencontres avec des personnes. Donc, aie confiance en toi, accroche-toi et tout va bien se passer. Ok, c'est très joli et c'est très normal. Alors, une dernière chose que j'ai envie de savoir, parce que cette jolie photo de Vivi de dos comme ça, vue de haut, vous la verrez quand vous achèterez le livre d'Ilana, avec toutes les piqûres, tout ce qui a fait qu'elle est arrivée, et tu finis tout ça en disant allez, on recommence. Ouais. Alors, est-ce que je laisse la surprise ou pas? Je sais pas. Moi, je suis très curieuse, mais c'est à toi de choisir. Est-ce qu'on va recommencer? Enfin, on va dire tout le monde te soutient, Ilana. T'as vu? Écoute, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non. C'est que j'attends une deuxième petite fille. C'est pas vrai? Et si. Oh là là, j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. Non, t'es incroyable. Eh oui. J'ai gardé ça pour toi. Oh non, mais je te jure, j'ai envie de pleurer, mais je m'attendais pas du tout. Alors, en plus, une fille. Alors, je vais te dire. Moi, j'adore les filles. Voilà. Déjà, je vais pouvoir recycler tous les vêtements, donc ça, je suis contente. Mais Ilana, non, mais regarde, mais alors, excusez-moi, là, je vais bégayer, chose que j'essaye de ne jamais faire à la radio. Mais là, Ilana, elle m'a balancé un scoop. Je vous jure que je savais pas. Je lui ai posé la question parce que j'ai aimé cette fin. Elle est magnifique. Ouais. Alors, déjà, Mazel Tov. Merci beaucoup. Si tu nous le dis, c'est qu'on sait que c'est déjà bien avancé. C'est déjà avancé, ouais. Même si je suis encore pas totalement sereine. Mais ça va aller. Voilà, ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Voilà, exactement. Alors, je vais te dire quelque chose parce que je suis maman, je suis même mamie. J'ai pas eu de sœur. J'ai que des frères. Mon rêve aurait été d'avoir une sœur. Donc, quand j'ai eu ma première fille, tout le monde me dit allez, le prochain, le garçon. Et moi, dans ma tête, je dis pas du tout, mais pas du tout. Moi, je veux une fille, je veux une sœur pour ma fille. Hachem, il m'a écouté, il m'a donné une deuxième fille. Et après, j'ai dit moi, j'en veux une troisième. J'aime les filles, c'est des bénédictions. Les filles, elles restent avec la mère, elles reviennent. Aussi, en fait, elles partent à un moment parce qu'elles te font genre. Mais elles lâchent jamais leur mère. Ouais. Voilà, mais elles lâchent pas leur mère. Ouais. J'ai eu ma troisième fille. Et puis quand je suis tombée enceinte du quatrième, je me suis dit tout le monde me dit allez, maintenant le garçon. Je disais bon, allez, pour mon mari, on va dire, tu vois. Ouais. J'ai eu le garçon. Merci, je l'adore. Mais si j'avais une quatrième fille, t'aurais été contente. Ouais. C'était pas grave. Je trouve que c'est des bénédictions, les filles. Voilà, c'est magnifique. C'est fille ou garçon, je trouve ça magnifique. Donc, si on m'avait annoncé que c'était un garçon, j'aurais été quand même hyper contente. Mais bien sûr. Là, surtout. Mais alors, Ilana, je suis heureuse pour toi, pour ton mari et pour la petite. Mais vraiment, c'est hyper sincère. On dirait que c'est ma sœur qui vient d'annoncer quelque chose. N'importe quoi. Mais en fait, je me suis posé la question, c'est vrai, avant de venir dans l'émission, je me suis dit, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, mais en même temps, j'ai envie aussi de donner encore plus d'espoir. Ah, mais magnifique. Et tu sais, je pense que le corps a vraiment une mémoire. C'est-à-dire, je pense qu'une fois qu'on tombe enceinte, alors je sais pas si, c'est pas très médical ce que je dis, mais je pense que le corps se souvient, et je pense que mon corps s'est souvenu que j'étais tombée enceinte. Et là, le deuxième bébé qui s'accroche, j'ai dû refaire des traitements, etc. Oui, d'accord. Mais qui s'accroche, et voilà, ça, je pense que c'est un motif d'espoir pour beaucoup de femmes qui nous écoutent. Alors, j'espère vraiment que celles qui ont eu le même genre d'histoire, allez-y, tentez le deuxième, tentez le troisième. Elle a raison, le corps se souvient, et je pense que tu as entièrement raison. Ilana, je suis super contente que tu sois venue. Je suis contente que tu repartes en nous ayant annoncé cette nouvelle. Ce soir, Mars Kalia, Mariam, il est là?
ce soir ou pas? Il a Marbella. Il a Marbella. a préparé oui. une programmation. D'accord. Et c'est qui son invité dans sa programmation qui n'est pas là? Je sais. Il y aura pas d'invité. Il y aura pas d'invité. Si vous voulez, je reste. Je peux je peux chanter, je peux danser. Alors Marc, ce soir, même s'il a enregistré son émission, il est à Marbella. Oui, c'est vrai, il nous avait dit qu'il partait à Marbella. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ilana, je te remercie du fond du cœur d'être venue partager ce petit moment avec moi. Vraiment. Merci à toi. Un petit moment de femme. Marc, on te fait un gros bisou, Coco, parce qu'elle a décidé de t'appeler Coco. Mariam, merci pour ton professionnalisme. Et puis, je vous dis Shabbat Shalom. Je te dis Shabbat Shalom à toi, shalom. Ton mari, ta fille et puis le petit bout de chou qui est là. Eh bien, merci. Et on remet quelque chose? Eh bien, allez, on met quoi? Qu'est-ce qu'elle nous a mis? Elle a choisi un truc ou c'est... c'est Aurélie Saada. Mais oui, parce qu'on embrasse Aurélie. Parce qu'en fait, Aurélie a galéré pendant 3 ans pour avoir sa fille ou son fils, je crois. Donc, je pense qu'elle sait aussi de quoi elle parle. Exactement. Allez, voilà, on vous dit Shabbat Shalom. On vous dit à la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et à bientôt.